Et c'est parti. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la rentrée pour l'atelier de la donnée Montpelliérain Éco-d'Or. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, qui est ici à ma gauche, de l'autre côté, voilà, Françoise Génova, directrice de recherche émérite au Centre de données astronomiques de Strasbourg. Et elle vient nous présenter le partage des données en astronomie et plus précisément la manière dont la communauté astronomique s'est structurée autour de ce partage des données. Donc, dans ce webinaire, nous allons voir les outils qu'elle a développés et maintenus, et ainsi que les standards internationaux qu'elle a contribué à définir et qui sont aujourd'hui adoptés par l'ensemble de la communauté scientifique en astronomie et du domaine scientifique. Françoise, je te laisse la main, c'est à toi. Si Jérôme, je vais commencer par une petite introduction sur le partage des données. Vous n'en avez peut-être pas besoin, mais bon, je vais quand même commencer comme ça. Ensuite, je vous parlerai du partage des données en astronomie, donc ce que Jérôme vous a dit, comment on s'est organisé pour y arriver. Et j'ai mis un petit moment aussi pour vous raconter ce que fait le Centre de données astronomiques de Strasbourg, dont je fais partie. Et ensuite, il y aura une petite conclusion. Donc, on va débouler dans l'exposé et n'hésitez pas surtout, si vous avez des questions, vous les écrivez dans le chat au fur et à mesure pour pas les oublier. Et de toute façon, on aura, comme disait Jérôme, on aura aussi un peu de temps pour discuter à la fin de l'exposé. Donc, le partage des données scientifiques en astronomie. Et on se rappelle que le CDS a 50 ans, a eu 50 ans en 2022. Donc c'est une vieille histoire que je vais vous raconter. Du moins, c'est une histoire toujours en cours, mais qui a commencé il y a un bon moment. Donc, on commence par le top-down, les injonctions qui viennent d'en haut, les injonctions politiques au partage des données scientifiques. L'OCDE avait fait très tôt, en 2006, les principes et guides pour donner accès aux données de la recherche qui viennent de financement public. Et ce document de référence a été mis à jour en 2021. Pour l'Union européenne, le partage des données scientifiques, c'est aussi quelque chose qui est inscrit dans la stratégie, euh, qui a été très clairement inscrit dès 2015, puisque on disait Open Science, Open Innovation, Open to the World. La science ouverte est un des thèmes du chapitre actuel Our Digital Future de la stratégie pour la recherche et l'innovation qui est en cours. Quand on va creuser un petit peu plus dans les documents de la Commission, on voit parmi les ambitions de la politique science ouverte de l'Union européenne, Your Open Data with a Reference to FAIR. Donc on voit apparaître là aussi la référence à Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. On a aussi des recommandations de l'UNESCO et les ministres de la recherche du G7, d'abord du G8 puis du G7, reviennent très souvent sur la science ouverte et citent maintenant le fait, les principes FAIR. En France, vous connaissez tous évidemment le fait que nous avons la loi pour la République numérique et les plans nationaux pour la science ouverte qui, en 2018, parlaient de publication de données de la recherche et de la dynamique internationale et durable, et en 2021, reprenait les publications, les données, et en ajoutant les codes sources et la transformation des pratiques, qui est quelque chose qui est très important, évidemment. Donc, les principes FAIR, donc c'est facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Ça part d'un article qui a été publié il y a moins de 10 ans. C'est extraordinaire ce qui est arrivé aux principes FAIR dans un temps en fait très court. Ils sont devenus immédiatement incontournables parce que c'était facile de s'en souvenir et parce que ça met le doigt sur des choses extrêmement importantes pour le partage des données.
Donc, j'ai eu l'honneur de faire partie d'un groupe d'experts de la Commission européenne qui a été mandaté pour travailler sur comment faire que faire devienne la réalité, si on peut dire, qui a publié un rapport en 2018 dans lequel se trouvent encore pas mal de choses qui sont toujours d'actualité, je dirais. Il y a eu dans une incarnation assez tôt de l'EOSC un groupe de travail qui travaillait sur les pratiques faire et c'est là où on voit vraiment, on le voyait déjà dans le document Turning Fair into Reality, mais en réfléchissant sur comment implémenter les pratiques faire, on tombe immédiatement sur le fait qu'il faut tenir compte des communautés, de leurs pratiques spécifiques, de leur culture spécifique. Et donc, plusieurs des recommandations qui ont été émises dans ce rapport de 2020 parlent des aspects liés aux communautés. Euh, il faut s'occuper de rendre les communautés désireuses et aptes à partager les données dans le monde des principes FAIR, mais il est aussi important, indispensable de discuter de standards, d'outils et d'infrastructures communautaires et de travailler sur la gouvernance. Donc c'est un petit peu euh, l'objectif de l'exposé sur l'astronomie, de vous expliquer comment on a travaillé et on travaille toujours sur les standards, les outils et l'infrastructure, avec l'exemple du CDS comme infrastructure, et la manière dont on s'est organisé, donc quelle a été la gouvernance mise en place par la communauté. On avait discuté de ça à l'International Data Week en 2016. Ça se passait à Denver. On avait organisé un panel où on avait fait venir des représentants de disciplines différentes. Astronomie, sciences de la Terre, sciences humaines, sciences des matériaux et cristallographie, pour réfléchir à comment ces différentes disciplines travaillaient au partage de leurs données. Donc, on a identifié dans la discussion du panel qu'il y avait des points communs. Et le point commun le plus important pour que ça marche, c'est qu'il faut que ça soit piloté par les besoins scientifiques. Donc, les besoins scientifiques propres à chaque communauté. Définir la partie disciplinaire des standards d'interopérabilité est difficile mais indispensable. C'est clair on est tombé dessus tout de suite. Et on a aussi vu que pour que ça marche, pour que la communauté s'empare des données qui sont mises à sa disposition, il faut certes, le point de départ, c'est de partager les données, mais aussi les outils qui permettent d'utiliser ces données. Après, on tombe sur l'évaluation de la recherche, évidemment. On constate que les aspects sociologiques sont souvent plus importants que les aspects techniques parce qu'il faut arriver à des consensus et il faut mettre en place des choses que la communauté accepte d'utiliser et que beaucoup des méthodes et des techniques peuvent être partagées. Un des points qu'on a aussi soulevé et mis en exergue, c'est que les systèmes de gouvernance peuvent être très divers parce que c'est ceux qui dépendent le plus de la discipline, de sa culture et de la manière dont elle est organisée. Et donc, si je vous parle de la manière dont l'astronomie s'est organisée, c'est pas pour vous dire qu'il faut que vous fassiez pareil, c'est juste pour vous dire que dans le contexte où on était, avec notre propre culture, on s'est organisé de cette façon-là. Donc, le partage des données scientifiques, c'est un élément essentiel de la science ouverte. Les aspects disciplinaires sont fondamentaux. Certaines disciplines pratiquent depuis longtemps. Par exemple, l'astronomie, c'est une autre des raisons pour vous parler d'astronomie, parce qu'on a une vision sur le long terme de ce qu'il faut faire et continuer à faire sur la durée pour que ça marche. Et d'autres disciplines commencent à y réfléchir. Certaines sont bien avancées et il y en a qui sont dans le partage de façon courante, disons beaucoup. Il y a des tas d'aspects différents, technologiques, mais pas seulement. Pour que ça marche, il faut impliquer des personnes avec des profils différents, et c'est un peu ce que je vais essayer d'illustrer dans l'exposé aussi. Et pour qu'on ait la science ouverte en général, avant de parler d'utilisation cross-disciplinaire, transdisciplinaire des données, il faut déjà avoir les piliers disciplinaires
pour que les données puissent être partagées et qu'on puisse les réutiliser. Il faut qu'elles soient correctement décrites avec les compétences de la discipline. Donc, première pause, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Est-ce que quelqu'un a une question à ce stade-là sur ces aspects très généraux? Je n'ai pas l'impression. Donc, je repars pour continuer l'exposé. Donc, comment on s'organise en astronomie pour faire tout ça? Alors, en astronomie, quand on pense aux infrastructures de recherche, on pense tout de suite qu'il y a des télescopes au sol, souvent en haut des montagnes, pas toujours, mais souvent, et qu'il y a des satellites dans le ciel. Donc ça, ce sont les infrastructures de l'astronomie qui sont pilotées par les agences spatiales ou qui sont dans la feuille de route ESFRI de la Commission de l'Union européenne. Mais parmi les infrastructures de recherche en astronomie, il y a aussi les données. Et je vais vous expliquer parce que les données sont à la disposition des chercheurs et les chercheurs peuvent accéder aux données et y accèdent et les utilisent. Donc, comment on a fait pour que les données deviennent une infrastructure de l'astronomie? Donc, d'abord, pourquoi? Je pense que ça, vous allez reconnaître pas mal de choses aussi selon vos propres disciplines. En astronomie, les données sont au cœur de l'approche scientifique parce qu'il faut combiner les observations de différents instruments pour comprendre ce qui se passe dans les objets astronomiques. Là, vous voyez, c'est un des premiers exercices que j'ai fait quand je suis arrivé à l'université dans mes premiers cours d'astronomie. On avait l'objet en rouge, c'est la nébuleuse du crabe, ça s'appelle, et il y a des filaments. Vous voyez les filaments, et les filaments bougent et sont en expansion. Et le premier exercice d'astronomie que j'ai fait, c'est de regarder la vitesse d'expansion de cette chose-là et d'essayer de comprendre ce qui s'était passé pour qu'on ait un nuage avec des filaments en expansion. Et bien, quand on a eu, alors on savait parfaitement pourquoi il y a un nuage en expansion, c'est parce qu'il y a une étoile qui a explosé il y a longtemps. Elle a été observée par les Chinois, donc on a la date, c'est 1054. Et quand on a eu des observations en rayons X, on a vu apparaître cette magnifique observation où il y a un disque avec de la matière qui tourne et puis des jets, et au milieu, il y a un objet très compact qui est le reste de l'explosion. Donc, vous voyez, on utilise, ça c'est une illustration très spectaculaire de la combinaison d'observations différentes. Là, c'est pour illustrer un phénomène qu'on connaissait. On savait que c'était arrivé, mais là, on le voit. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est un modèle, cette observation en X, mais non, c'était l'observation par le télescope. Donc, on a la combinaison d'observations avec des moyens différents, obtenus avec des moyens différents, la variabilité des objets sur des échelles très différentes, et comme tout le monde, je pense, comparer les modèles avec les observations. Dans notre cas, si on prend le point de vue des gens qui payent des impôts, c'est aussi optimiser le retour scientifique d'instruments coûteux en réutilisant leurs observations. Et donc, on a commencé très très tôt à partager les données scientifiques, bien avant qu'on parle de sciences ouvertes. Et je pense qu'une des raisons, c'est qu'il y avait des collaborations internationales, beaucoup de discussions au niveau international. Et donc, on était dans un contexte assez favorable à discuter de la construction d'instruments et aussi de partage des données. Mais je vais revenir un petit peu après sur l'historique. Les données, donc, on a les données qui sont en ligne et les astronomes les utilisent de manière routinière. Et les données qu'on trouve en ligne, il y a des archives des observatoires, sol et spatiaux. On fait aussi des observations homogènes de tout ou partie du ciel qu'on appelle les grands relevés du ciel. Il y a les services à valeur ajoutée, dont le CDS, et je vais vous en parler tout à l'heure. Et il y a les journaux académiques. On est dans un contexte assez favorable du point de vue des collaborations avec les journaux autour des données,
parce qu'il y a peu de journaux dans la discipline qui sont encore, pas tous, mais pour la plupart, propriété de la communauté. Il y a aussi des données de modélisation. Donc, on peut dire que les données des instruments, on peut dire que c'est du big data d'une certaine façon, mais on a aussi les données de longue traîne attachées aux publications et on a tout qui est dans le même système. Et donc, on peut accéder aux données des publications de la même manière qu'on accède aux données des télescopes. La politique des données des infrastructures, la manière dont fonctionnent la plupart des télescopes, pas tous, il y a des appels à propositions compétitifs pour le temps d'observation. Donc, quand on veut avoir du temps d'observation sur un instrument, on fait une proposition d'observation qui est examinée par un comité, etc. Et sa faisabilité est aussi examinée. Donc, il y a une compétition au départ. Il y a, il y a des observatoires qui sont plutôt là pour faire des grands relevés. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Mais dans beaucoup de cas, il y a une compétition au départ. Et donc, il y a une période propriétaire, une période d'embargo sur les données pour la plupart des observatoires qui dure 6 mois ou un an. Le fait qu'il y ait une période d'embargo, c'est un élément important pour rendre le partage des données acceptable par la communauté et aussi pour continuer à avoir les meilleures propositions d'observation, donc les meilleures données du point de vue scientifique dans les archives. Donc je sais qu'il y a quelquefois des critiques sur les périodes d'embargo, mais il y a de bonnes raisons, dans un cas comme ça, d'avoir une période d'embargo pour que le système fonctionne sans à-coups, disons. La politique des données, c'est donc, on partage les données, mais ça veut dire aussi qu'on prend ça au sérieux, le partage des données, et donc il y a énormément de travail autour des données dans les observatoires, sur le pipeline des données, à partir des instruments jusqu'à l'archive. Les données sont aussi d'abord données aux observateurs qui ont obtenu le temps d'observation, puis mises dans l'archive, et il faut que les données qu'on obtient soient réutilisables. Pour les services comme le CDS, il y a aussi un énorme travail de sélection et de curation des données dans les services à valeur ajoutée. Ce qui est important, on ne parle pas de reproductibilité en astronomie parce que la question ne se pose pas vraiment. Les données sont là et la communauté a confiance dans les données qu'elle trouve dans les archives et les services de données. Et donc, on n'a pas de questions liées à la reproductibilité. Les gens prennent les données, les collègues prennent les données, les réutilisent, et puis voilà. Alors, pour que tout ça soit possible, il faut des standards, et pour que ça marche au niveau international, il faut des standards qui sont discutés au niveau international. Le point de départ, c'est un format commun qui a été discuté au départ parce que les radioastronomes, il y avait des observatoires radio dans plusieurs endroits, et les radioastronomes se sont dit, il faudrait quand même qu'on puisse utiliser les données de tous les observatoires radio. Et donc, ils se sont dit que c'était utile de créer un format commun, le format fixe. Et donc, le format existe depuis longtemps, et ça veut dire que en utilisant ce format, tout astronome peut utiliser les données de tout télescope. On peut aussi construire des outils utilisant ce format pour utiliser les données. Et je vous ai dit qu'avoir des outils, c'est indispensable pour que les gens s'emparent de la science ouverte des données. Et une autre caractéristique de FITS qui est à la clé de son succès, c'est que FITS inclut à la fois les données et les métadonnées sur la provenance des données. C'est-à-dire que quand on a des données en format FITS, on sait d'où elles viennent, on connaît les conditions d'observation et donc les données sont réutilisables. Il n'y a pas que les données, évidemment, dans la vie, il y a aussi les publications et il y a les données qui viennent des publications. Et donc, on avait déjà des services de données qui travaillaient à partir des données qui sont dans les publications. Et en 1989, ces services se sont mis d'accord sur un identifiant pour les publications, pour pouvoir eux-mêmes entre eux partager des données. Et ça, vous voyez que c'était bien avant la mise en œuvre du DOI. À partir de 93,
les ressources qui étaient des ressources sur ordinateur accessibles à distance avec des paquets de cartes qu'on mettait sur des machines ont été mises en réseau sur le web. Déjà mises à disposition sur le web et mises en réseau en faisant des liens entre les ressources. On s'est aperçu que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait aller plus loin et aller vers l'interopérabilité. Et donc, pour avoir l'interopérabilité, il faut pouvoir trouver les données, y accéder et avoir les standards qui permettent d'interopérer. Donc, on a discuté au niveau international et on a créé en 2002 l'International Virtual Observatory Alliance, l'IVOA, qui s'occupe de la définition des standards. Alors ça a marché parce que on n'a pas dit aux gens, vous allez tout changer dans vos systèmes de données pour qu'on puisse y accéder. On a développé des standards qui sont une fine couche au-dessus des collections de données qui rendent possible le fait qu'on trouve les données, qu'on y accède et qu'on les interopère. Donc, si on avait demandé aux gens de tout changer dans leur système, les standards n'auraient jamais été adoptés. Mais là, il fallait savoir répondre à une question pour que les données soient trouvées. On avait déjà le format. Et donc, le fait d'avoir cette fine couche d'interopérabilité au-dessus des collections de données, c'est une des conditions qui ont permis à tout ça de marcher. Il fallait aussi un répertoire des ressources disponibles. Donc, on a un registre des ressources qui est basé sur OAI PMH. Et il y a eu toute une discussion pour utiliser un standard qui était déjà utilisé. Il y avait déjà des registres de ressources qui utilisaient des standards propres à l'astronomie, mais on a décidé d'utiliser un standard existant pour être interopérable avec des systèmes extérieurs. On utilise le Dublin Core comme cœur des métadonnées dans le registre avec des extensions disciplinaires. Et ça permet l'interopérabilité vers l'extérieur aussi. Grâce à tout ça, les données et les outils qui permettent de les utiliser sont interopérables. Alors, une autre des choses qui est importante de réaliser, c'est que tout ça est ouvert. Tout le monde peut participer à la définition des standards dans l'IVOA. Il suffit de rejoindre les listes d'envoi de l'IVOA et on est inclus dans les groupes qu'on a envie de rejoindre. Je vais vous donner la liste des groupes de travail et des groupes d'intérêt ensuite. Donc, c'est sur la base du volontariat des participants. Les standards sont en accès libre et tout le monde peut les utiliser. Je vais vous montrer où vous pouvez les trouver si vous êtes intéressé. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de 100 autorités qui ont déclaré au moins un service dans le registre de ressources de l'IVOA. Donc ça a fonctionné et c'est vraiment au niveau international. Et les standards sont customisés par des disciplines voisines, la planétologie. Au départ, on parlait des astres au-delà du système solaire, mais les standards sont réutilisés par la planétologie, par les astroparticules et aussi par les collègues du Virtual Atomic and Molecular Data Center. Donc l'infrastructure des données en astronomie, je vous ai dit que c'était une infrastructure de la discipline. Vue par les utilisateurs, c'est une infrastructure qui est unique, qui est mondiale et qui est complètement multipolaire. Il n'y a pas de centre. L'infrastructure est ouverte, tout le monde peut partager des données en déclarant une ressource dans le registre et tout le monde peut développer un outil qui permet d'accéder aux données ou de les traiter en utilisant les standards. Donc l'infrastructure permet un accès complètement transparent aux données, elle est invisible des utilisateurs, ce qui veut dire aussi que les utilisateurs ne se rendent pas forcément compte de l'énorme travail qu'il faut pour que tout ça fonctionne. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est essentiel, les données et les outils sont interopérables. Donc ça, c'est la page de l'IVOA. Euh, donc la mission de l'IVOA, c'est de rendre tout ça possible pour fabriquer euh, l'utilisation, pour que l'utilisation des archives de l'astronomie soit au niveau international, soit utilisable comme
d'observatoires virtuels interopérables et intégrés au niveau international. Donc c'est ça que fait l'IVOA depuis 2002. Au départ, donc l'IVOA, c'est des organisations membres qui sont nationales, continentales, où il y a aussi l'Agence spatiale européenne et l'organisation de SKA, qui est une des grandes infrastructures en cours de développement au niveau international. Et les participants, c'est les gens qui travaillent. Donc, au niveau du board de l'exécutif, on a des représentants des organisations membres qui viennent du monde entier, en fait. Et les participants, ce sont les collègues qui viennent pour développer les standards et discuter de tout ça, en fait. Parmi les personnes, ce qui est important de réaliser, je l'ai déjà dit au début, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des gens qui aient des profils différents, qui travaillent ensemble pour faire des standards qui soient pertinents et adoptables. Donc, pour qu'ils soient pertinents, il faut qu'il y ait à la fois des chercheurs qui vont utiliser les données et des gens qui sont dans les observatoires qui développent les instruments. Pour qu'ils soient adoptables, il faut qu'il y ait des gens dans les observatoires, puisque c'est eux qui vont devoir adopter les standards, et aussi les chercheurs, d'une certaine manière, puisque c'est eux qui vont adopter le système à la fin pour l'utiliser. Il y a les gens des archives, des centres de données, il y a des gens qui développent des services et des développeurs d'applications. Et parmi tous ces gens, il y a des chercheurs, des gestionnaires de projets, des informaticiens, des curateurs des données, et il y a des gens qui connaissent bien les instruments aussi. Donc la base, c'est les groupes de travail qui définissent les standards dans les différents domaines dont on a besoin pour faire interopérer tout ça. Donc il y a les applications, la couche d'accès aux données, on a en dessous une modélisation des données, les grilles des web services, le registre des données et la sémantique. Donc ça, c'est juste un schéma qui vous dit comment tout ça s'interconnecte. En bas, on a les gens qui fournissent les données et c'est le fait que les données sont réutilisables, c'est à leur niveau. On a euh, les protocoles d'accès aux données qui permettent d'obtenir les données et on a, avec le registre, trouvé les données ici. Et on a des formats, de la sémantique, des langages de requête, des modèles de données au cœur du VO. Et en haut, on a les utilisateurs qui peuvent être des humains ou des machines. Donc, vous retrouvez les mots-clés de faire là-dedans, évidemment. On a aussi donc les groupes de travail, ce sont eux qui développent les standards, et on a des groupes d'intérêt qui rassemblent les besoins, qui sont plutôt du côté des besoins et qui agissent en soutien des groupes de travail pour la définition des standards. Donc vous voyez le type de problème qui agite les réflexions de la communauté: data curation and preservation, éducation, découverte des connaissances dans les bases de données. C'est particulièrement important avec le développement de l'intelligence artificielle actuellement. Les opérations pour vérifier que le système fonctionne et est fonctionnel. Et on a des groupes qui s'occupent plutôt d'aspects plus thématiques: système solaire, théorie, le domaine temporel, la radioastronomie, en particulier avec le développement du Square Kilometer Array, et le dernier, c'est High Energy, qui regroupe aussi des collègues de la communauté des astroparticules, parce qu'il y a des instruments qui sont communs à l'astronomie et aux astroparticules, donc de la communauté de la physique des particules. Les comités, puisqu'on voulait parler de gouvernance, l'exécutif sont les représentants des organisations membres, les responsables des groupes de travail. Chaque groupe de travail a un chair et un vice chair qui sont renouvelés de façon régulière. Et d'ailleurs, les représentants à l'exécutif aussi, les présidents de l'exécutif est aussi, la présidence est renouvelée régulièrement.
Donc, le Technical Coordination Group, c'est là où on discute de tous les aspects techniques et des interfaces entre les groupes, parce que vous allez dire, mais les groupes, ils sont indépendants, ils risquent de faire des choses qui ne sont pas correctement interopérables à la fin. Et ces questions-là sont gérées au niveau du Technical Coordination Group, où il y a une représentation de tous les groupes. Comme je vous ai dit, les priorités scientifiques sont la clé de tout. On a un comité des priorités scientifiques et on a aussi un comité permanent qui s'occupe des standards et des processus. Le procédure de standardisation, elle est inspirée de celle du World Wide Web Consortium. On a des working drafts, propose recommendations, request for comments et recommendations. Et les recommandations sont, tout ça est examiné euh, par le Technical Coordination Group qui fait une recommandation à l'exécutif. Et les recommandations sont endossées par l'exécutif comme des recommandations de l'IVO. Donc, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez aller voir les documents. Je vous ai dit, tout est libre. Donc, vous avez les documents classés par groupe qui les a produits et vous voyez, les documents sont maintenus. Et il y a des documents dont des versions nouvelles sont en cours de discussion. Et vous voyez la série des étapes passées par les documents. Le vert foncé, c'est quand on est au stade de recommandation. Et donc, on maintient ces standards sur la durée. Et il faut le faire pour qu'ils restent pertinents. Il y a aussi des vocabulaires. Donc, on a une collection des vocabulaires de l'IVOA qui est disponible et que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Alors, pourquoi on fait tout ça aussi? Vous avez des représentants des infrastructures, des télescopes sol et spatiaux qui travaillent dans l'IVOA. Et pourquoi? Et quand on est une infrastructure d'observation, ça demande des efforts importants de partager les données plus largement que de le donner simplement à l'équipe qui a obtenu du temps d'observation. Alors pourquoi les infrastructures s'investissent dans le partage des données de telle façon qu'elles soient faire? Bon, il y a toutes les injonctions venant d'en haut, mais ça avait commencé avant. Parce que quand on regarde sur la durée, les infrastructures d'observation ont tout intérêt à ce que leurs données soient réutilisées. Et ça se voit là. Là, c'est le télescope spatial Hubble. Et ça, bon, les infrastructures, elles sont beaucoup jugées sur la durée par les publications qui en sortent. Donc, vous voyez là les publications qui utilisent des données qui proviennent du télescope spatial Hubble. Guest observers sont les gens qui ont obtenu du temps d'observation. Donc, les publications qui sortent d'observations obtenues dans la compétition sur le temps d'observation. Mais vous voyez qu'il y a plus de publications qui viennent de données qui sortent directement des archives. Et il y a aussi, évidemment, des observations qui utilisent à la fois une observation nouvelle et des données d'archives. Et donc, Hubble et toutes les autres infrastructures ont tout intérêt à ce que ces données soient réutilisables, parce que quand c'est fait correctement et que le cadre de partage a été correctement développé et utilisé par la communauté, l'impact de l'infrastructure elle-même est largement multiplié. Alors, comment ça marche tout ça? Alors, j'ai pris un certain nombre de diapositives que j'ai prises à Marc Allen, qui était directeur du CDS jusqu'à la fin août cette année. Ça, c'est une application développée au CDS qui s'appelle Aladdin, qui accède aux données, qui permet d'accéder aux données disponibles dans le registre de l'IVO. Donc ça, c'est un portail de l'observatoire virtuel qui part du registre. Le registre, vous le voyez sur la gauche. On a des données de beaucoup d'observatoires et de missions spatiales. On a des observations de tout le ciel ou d'une grande partie du ciel. On a des catalogues d'observations qui couvrent tout ou partie du ciel de façon homogène. On peut faire des requêtes très complexes. On peut zoomer
sur des parties du ciel intéressantes ou dézoomées, les données sont interopérables et les applications sont interopérables. Donc, on peut passer de cette application à une application qui permettra, par exemple, de faire un spectre d'un objet, des observations d'un objet. Donc, l'interopérabilité entre les observations, ça c'est d'un projet Escape qui est fini depuis quelques années, mais c'est toujours d'actualité parce que c'est des applications qui existent et qui existaient avant. Donc, on a cette visualisation des images, des visualisations du ciel vu top 4 qui permet aussi de sortir des spectres. Et ici, vous voyez, ça a à voir avec la reproductibilité aussi. On a des notebooks Python qui permettent d'accéder aux observations et donc de garder trace de la façon dont on les a utilisées. Et les codes Python utilisent les standards de l'UVO. Sont construits pour pouvoir utiliser les standards de l'UVO. Alors, par contre, il faut que je reprenne la main pour passer à la diapo d'après. Oui. Et là, ça, c'est juste, je vais revenir sur le CDS, mais c'est juste pour vous dire que exactement dans le même système, là, on avait des données d'observation sur les images du ciel, et là, ce sont des données qui sont extraites des publications qui sont gardées dans un service qui est au Centre de données astronomiques de Strasbourg. Et on les trouve exactement sur le même plan que les données des archives d'observatoire. Donc tout ça est interopérable. Je peux juste faire une petite pause. Il n'y a toujours pas de questions. Ah là là. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous raconter un petit peu le CDS. Et puis après, on ira à la conclusion et on aura du temps pour discuter. Alors, revenir au partage. Donc, on va petit. Voilà. Donc, le centre de données astronomique de Strasbourg, le CDS. Donc, il a été créé en 1972 par l'Institut national d'astronomie et de géophysique et l'Université Louis Pasteur, qui était à Strasbourg. Donc, depuis 1972, l'INAG est devenu l'INSU, qui est maintenant Terre et Univers du CNRS, et l'Université Louis Pasteur a fusionné avec d'autres universités pour créer l'Université de Strasbourg, mais le CDS est toujours là, et toujours avec la même mission. C'est ça qui est assez frappant. Dès 1972, les astronomes avaient réussi à définir une mission qui est toujours d'actualité sur le partage de l'information en astronomie. Donc la mission, c'est des vieux mots, tout ça, mais ils ont toujours un sens sur le fond actuellement. Collecter les données utiles sur les objets astronomiques sous forme électronique, les améliorer en les évaluant de façon critique et en les combinant, distribuer les résultats à la communauté internationale et conduire des recherches en utilisant les données. Donc, on trouve ici le pilotage par les besoins scientifiques, la curation des données, le rôle international dès 1972 et sur la longue durée depuis. Donc, comment ça marche tout ça? Je vous ai dit qu'il fallait des gens de plusieurs profils pour que ça marche. Et donc, il y a depuis l'origine une équipe intégrée de chercheurs, de documentalistes qui font la curation des données et d'ingénieurs informaticiens. Évidemment, ça n'a pas commencé avec 40 personnes. Actuellement, il y a à peu près 40 personnes au CDS et à peu près un tiers de chacun des profils. Le CDS, il ne s'occupe pas de toutes les données parce qu'il y a des endroits qui s'occupent, par exemple, les archives d'observatoire et d'autres endroits qui s'occupent des données. Le CDS sélectionne les données dont il s'occupe, qui sont des grandes données et des données plus petites, les résultats de recherche validés par une publication et des données observationnelles de référence qui viennent des grands observatoires. Donc, c'est un centre de référence pour la communauté astronomique internationale
Et j'ai regardé le conseil scientifique, la réunion du conseil scientifique l'année dernière, ils en étaient à 4,6 millions de requêtes par jour. Dans le paysage français, c'est une infrastructure de recherche de la feuille de route nationale depuis la création de celle-ci, donc en 2008, et cette labellisation a été renouvelée à chaque mise à jour de la feuille de route depuis. C'est une infrastructure de service de données aux données pour le comité pour les services et infrastructures numériques. Et dans le contexte recherche DataGouv, c'est un centre de référence thématique. Donc, il a aussi obtenu la certification Core Trust Seal d'infrastructure d'entrepôt de données de confiance. Alors, je vous ai dit, l'infrastructure des données en astronomie, c'est une infrastructure mondiale qui n'a pas de point central. Donc là, c'est la vision du CDS avec le CDS au centre, mais si vous prenez n'importe lequel des autres éléments, il peut se mettre au centre et construire un diagramme de ce genre-là. Donc on a le CDS, il y a les journaux, la connexion, les liens, les partenariats avec les observatoires au sol et les agences spatiales, la collaboration avec d'autres centres d'astronomie, l'observatoire virtuel qui est au niveau international avec l'IVOA, mais qui a une incarnation européenne et une incarnation, un chapitre français qui est très actif avec toute la communauté qui produit et qui partage des données en astronomie pour parler de standards et aussi de la manière dont on peut partager les données. La certification Core Trust Seal, le fait que, bon, il y a des liens avec la RDA, le World Data System, l'EOSC et des projets européens. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris dans les slides présentés au Conseil du CDS l'année dernière. Donc, la valeur ajoutée, vous comprenez que c'est un élément de l'infrastructure mondiale des données en astronomie, à la fois par ses données et ses services, mais aussi par les outils qu'il développe. Et les services sont utilisés par les chercheurs, les observatoires, les journaux académiques. Et il y a aussi des outils grand public qui viennent chercher les données. Les standards. Le CDS travaille sur les standards en gros depuis le début. Avant l'IVOA, le CDS travaillait déjà sur les standards. Donc, une participation très active à l'IVOA et le fait qu'on implémente les standards dans les services et les outils développés par le CDS. On a beaucoup participé à la dissémination au niveau national et européen de la connaissance sur les standards, de l'aide à l'implémentation des standards et la coordination du chapitre européen de l'Observatoire virtuel. Alors tout ça, quand on l'utilise, ça a l'air très facile parce que c'est presse-bouton, mais il y a beaucoup de travail sous-jacent. Et donc, je reviens encore une fois de plus, parce que c'est la base de tout, le pilotage par les besoins scientifiques. Il faut les identifier et les anticiper. Il y a un très gros travail de curation des données. Il faut les vérifier, les comparer avec les autres données disponibles. On a, par exemple, quand on vient des journaux, venant des journaux, des données très hétérogènes dont il faut avoir des descriptions homogènes. Donc, du travail sur les métadonnées, les liens entre les données, la préservation, beaucoup de travail de développement logiciel avec la veille technologique pour rester euh, à jour sur ce qui doit être développé et des tests de nouvelles technologies qui sont faits par les permanents, mais avec aussi beaucoup de stagiaires tous les ans. Il y a eu plus d'une dizaine de stages tous les ans. Et le point important, c'est que quand on travaille sur la durée comme ça, il faut rassembler, développer et maintenir les compétences sur la longue durée. Et vous comprenez bien que tout évolue, donc c'est compliqué. Le cœur de la mission, c'est la mission avec des mots qui sont plus modernes que la mission de 1972. Les services pour des données de référence en soutien à la science ouverte, stewardship des données liées à des publications référées, fourniture de données et de services FAIR, il y a des standards internationaux pertinents, et innovation pour la prochaine génération de services de référence. Alors là, c'est un exemple de la difficulté du travail. Ça, c'est une base de données
qui est une base de données des objets scientifiques, des objets astronomiques hors du système solaire. Et ça, c'est tous les noms identifiés pour un objet donné. Et donc, dans le travail de curation, quand on trouve l'objet dans un article, il faut voir sous quel nom il est connu, si c'est bien de cet objet-là qu'il s'agit, etc., etc. Donc, les noms de toutes sortes viennent d'articles ou de catalogues de référence. Et la cross-identification de tous ces catalogues et de ces articles, des données des articles, est une valeur ajoutée importante et qui demande beaucoup de compétences et de travail. On a aussi, quand on gère un article, euh, quand on va rentrer les données d'un article dans la base de données, elle s'appelle SIMBAD, la base de données. Il y a un outil qui a été développé qui va chercher les noms des objets dans le texte et qui dit où le nom de l'objet apparaît dans le texte. Donc, est-ce que le nom de l'objet est dans le titre? Est-ce qu'il est dans une légende de figure, par exemple? Est-ce qu'il est dans une table? Et donc, on arrive à trouver vers quels articles il faudrait aller en priorité pour trouver qui sont les plus pertinents pour cet objet en utilisant ces informations-là plus d'autres. Donc, vous voyez ici, cet objet-là, il a 3851 références dans Simbad. Ça, j'ai fait la copie hier, donc c'est à jour, et ça peut changer d'un jour sur l'autre parce que les documentalistes travaillent. Et donc, on oriente les utilisateurs vers les articles potentiellement les plus pertinents pour l'objet. Et vous voyez là, l'objet, le nom de l'objet est dans le titre, mais pas que. Tout à fait. Un autre, ce qu'on trouve dans un autre des services, celui-là s'appelle Visir. Dans Visir, il y a des tables de données qui sont tirées des journaux, des publications dans les journaux ou qui sont des grands catalogues de références. Et donc, toutes ces données sont décrites avec des standards de la sémantique commune, de l'IVOA, et on arrive à extraire des informations des tables publiées dans les journaux et des grands catalogues et à les regrouper. Par exemple, ici, on a un spectre d'un objet qui est construit avec des informations qui viennent d'un grand nombre de tables qui sont publiées dans des journaux. Chacun de ces points, on dit où c'est dans le ciel. On a pour chaque point la référence où on l'a trouvé et on peut aller voir l'article d'où ça sort. Donc, parce qu'on a les bons standards et parce que les données sont correctement décrites avec les métadonnées définies dans les standards, on peut combiner des données disponibles sur un objet. Et on a au départ 26 000 de ces catalogues euh, qui contiennent des informations qui sortent des publications ou des grands relevés. Donc, on peut rassembler de l'information qui est utile pour l'exploration que fait le chercheur de l'objet. L'interopérabilité, là c'est l'exemple, vous avez déjà vu Alada, on peut l'avoir, c'est une application qu'on peut avoir sur sa machine. Les gens qui produisent des applications et des pages web peuvent l'inclure dans les pages web et elle se trouve dans les pages web de beaucoup d'observatoires. Et il y a aussi, on peut l'inclure dans des notebooks Python. Alors ça, c'est pour se changer un peu les idées. C'est une journée normale au CDS et les petits points, c'est des requêtes sur les services avec l'accord pour chaque service. Ça ne va pas durer longtemps, mais ça permet de souffler pendant l'exposé. C'est la fin de l'exposé. Et donc, vous voyez qu'il y a des observatoires à Hawaï, ça se voit dans le Pacifique, et on voit aussi les Canaries, il y a des observatoires aux Canaries. Et donc, il y a des requêtes qui sont faites par programme ou par des gens. Et là, les Européens se réveillent. Donc, c'est assez rigolo de regarder ça. Et puis, ça fait du bien au moral pour les gens qui font le travail toute la journée.
Donc, on arrive à la conclusion. Le message à retenir, je crois, c'est que les données en astronomie sont faites pour les besoins de la communauté et largement réutilisées par celle-ci dans son travail de recherche. Mais ça demande de s'organiser au niveau international et beaucoup de travail à beaucoup de gens de profils différents. Alors, si on revient sur le point de départ, pourquoi partager les données scientifiques? Il y a évidemment des incitations de plus en plus fortes au niveau politique, mais dans les faits, on a vécu cette révolution dans la manière de faire de la science. Et on a vu, depuis que c'est arrivé de mon temps de chercheur, ça facilite le travail des scientifiques et ça leur offre de nouvelles possibilités. La confiance, c'est un élément totalement essentiel, à la fois confiance dans la qualité des données, donc il faut des fournisseurs de données de confiance, et la base de la confiance, c'est que ce qui est fourni par le système de partage des données et les données elles-mêmes, c'est pertinent par rapport aux besoins des utilisateurs. Et vous allez dire que c'est une obsession, mais vraiment, les besoins scientifiques sont la base de tout. La difficulté, une des difficultés, c'est que tout change tout le temps. Le contexte politique national, européen, international évolue tout le temps. Le contexte scientifique, heureusement, évolue parce que la science progresse. On a de nouveaux instruments. Et le contexte technique dans ce genre de travail, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir un œil tout le temps. Il faut vraiment faire de la veille technologique tout le temps. Imaginez ce qui s'est passé à l'irruption du web et le CDS était là et a vécu et poussé ses services vers le web en tirant le meilleur parti pour les besoins de la communauté. Et maintenant, on est dans le même genre de cas avec l'explosion de l'intelligence artificielle. Il faut se souvenir aussi, c'est que c'est un travail sur la longue durée, donc construire les compétences, construire les ensembles de données, construire les services, en prenant en compte les évolutions. Mais une des difficultés, c'est que quand il y a du buzz sur une évolution technologique, il faut la tester et y réfléchir avant de s'en emparer. Parce que beaucoup de ces choses qui font le buzz n'ont pas une pérennité suffisante pour être inclus dans les services. Et évidemment, sur 50 ans, il faut assurer le passage de témoins entre les générations, des gens qui font le travail. Et à ce stade-là, on en est à plusieurs fois plusieurs relèves. Donc, beaucoup de travail sous-jacent avec les données, les métadonnées, les services, les applications, les standards, invisibles des utilisateurs si c'est réussi. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que on a fait ça parce qu'il y avait une stratégie de la discipline. Et donc, c'est une décision stratégique de mettre des moyens là-dedans. On aurait pu faire plus d'instruments sur les grands télescopes, mais la discipline a choisi de développer tout ce qui est nécessaire pour partager correctement les données. Et ça, c'est vraiment un choix stratégique. Parce qu'on y met des moyens, ça demande des moyens. Et ça veut dire que si on fait ça, on ne fait pas autre chose. Voilà, Merci vos beaucoup, questions sont bienvenues. Il n'y a Françoise. toujours pas de questions dans le chat. Oh là Non, là. on a un chat très calme et très assidu aujourd'hui. Juste avant, je reviens à l'écran. Juste avant de couper l'enregistrement et de passer au temps d'échange, s'il y a des questions orales hors enregistrement, je vais vous partager, hop, juste une petite slide ici pour. Je ne sais pas si vous voyez ma, hop, oui, voilà, vous voyez mon écran. Pour diffuser quelques infos pratiques, juste, sachez que le prochain webinaire du cycle des webinaires EcoDor se tiendra donc le 21 octobre et il sera consacré au PGD entité et au PGD pérenne, pour qui et pourquoi. Et nous aurons un nouvel intervenant qui sera Jean-François Dufayard. Pour suivre le reste de l'actualité de l'atelier Ecodor et être informé des prochains webinaires et événements, vous avez l'adresse juste ici. Et bien sûr, n'hésitez pas à retrouver la captation d'aujourd'hui et les précédentes et les captations à venir sur la chaîne Canal U de l'atelier, canalu.tv/chaîne/Ecodor.
Voilà, c'est tout pour moi. Je coupe l'enregistrement et nous allons passer aux questions. Merci à tous.